Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Aboudou Moursali, délégué syndical CGT BFC. Bonsoir Aboudou. Bonsoir tout le monde. Alors hier, une rencontre s'est tenue entre l'intersyndicale et la préfecture. L'occasion pour vous de soumettre des propositions quant à l'application du Code du travail à Mayotte. On verra si ces propositions ont été acceptées ou non et dans quel cadre. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également ce soir, Mondji Mohamed, deuxième adjoint à la mairie de Mamoudzou, chargé de l'aménagement du territoire, du logement et du déplacement. Bonsoir Mondji. Bonsoir. Alors une vaste opération de démolition de Banga a été lancée par la mairie de Mamoudzou. Objectif ici, en finir avec ces constructions illégales et insalubres, mais surtout faire en sorte que les autorités prennent une bonne fois pour toutes leurs responsabilités. On en parle au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 26 novembre. Depuis ce matin, le procès Roukia est entré dans sa dernière phase. Entre plaidoirie et réquisition, la journée n'a pas été de tout repos, tandis que les peines réclamées par le procureur ont eu le don de faire grincer des dents. Toutes les explications à quelques heures du verdict. La mairie de Mamoudzou a décidé de lutter contre l'habitat indigne. Ainsi, depuis plusieurs semaines, des agents de la municipalité se lancent dans la destruction de bangas construits illégalement. Un travail de longue haleine que les occupants ont du mal à accepter. L'eau potable, une denrée rare pour une partie de la population mahoraise qui vit dans la plus grande précarité. Ce matin était inaugurée une borne fontaine monétique dans le quartier de Passamenti. Un moment de joie pour certaines familles défavorisées qui vont enfin pouvoir jouir de l'eau potable. Reportage. Ouvert ce lundi, le procès d'Roukia s'est poursuivi aujourd'hui et cette quatrième journée revêtait une importance toute particulière. En effet, tous les avocats sont passés devant les juges pour la traditionnelle plaidoirie. Les débats ont débuté avec la partie civile représentée par Maître Kamardine et Maître Idriss. Il est venu ensuite le réquisitoire du procureur de la République, Joël Garrigue. Ce dernier a en effet fait part de ses réquisitions devant un public des plus attentifs. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. À la reprise de l'audience ce matin, c'est Mansour Kamardine qui a ouvert les débats par une plaidoirie marquée par deux phrases. Gérard Gauthier devrait être sur le banc des prévenus. Ceux qui sont là aujourd'hui, je veux presque leur rendre hommage. Et le peuple français vous demande de regarder Roukia Soundi comme une victime. S'en est suivi la plaidoirie de Maître Idriss, lui aussi avocat de la partie civile. Pour lui, les prévenus font partie de trois catégories: le gang des faux trafiquants, le gang des toxico-barbares et le gang des délinquants paresseux. Après une courte suspension de séance, le procureur Joël Garrigue a débuté son réquisitoire. Il a alors évoqué un procès hors norme, pointé du doigt les dysfonctionnements d'un service, ou encore comparé Mathias Belmer à Gollum, célèbre personnage du Seigneur des Anneaux, avant le moment fatidique des réquisitions, dont nous fait part Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Daniel Papa, le gendarme qui a remis la drogue sans trop se poser de questions à Daniel Mohamed. Lui, le procureur a requis 9 mois de prison avec sursis. On monte en échelle de responsabilité avec Jérémy Bouclé cette fois, celui qui a ordonné de faire venir de la drogue dure, de la cocaïne ou de l'héroïne sur le territoire, qui après n'a pas respecté les procédures et a mis en danger la vie d'autrui, allant jusqu'à la mort de Roukia. Il a été requis 2 ans de prison avec sursis. Enfin, Mathias Belmer qui est véritablement le cœur de toute cette affaire. Là, ce n'est plus tout à fait la même échelle. Le procureur a requis 8 ans de prison avec mandat de dépôt immédiat. Le procureur n'a pas réclamé de peine pour Frédéric Blondel, puisqu'elle a déjà effectué 4 mois de détention provisoire. Pour Vincent O'Haraud, il a été réclamé 6 mois de prison avec sursis, tandis que pour les deux indicateurs Daniel Mohamed et Hamada Mzé Saïd, le procureur demande respectivement 2 ans de prison dont 1 avec sursis et 3 ans dont 2 avec sursis sans mandat de dépôt. Des peines bien souples selon Mansour Kamardine. D'abord, la démonstration juridique, elle est implacable. Je crois que le procureur a assuré la mission qui est la sienne, c'est-à-dire de soutenir les accusations qu'il porte devant le tribunal. Et à mon avis, la démonstration, elle est implacable. Ensuite, il y a effectivement les conséquences en tirer. On peut estimer globalement, mis à part Mathias Belmer, qui le mérite assez largement, les réquisitions sont assez faibles, sont assez tolérantes. Et il y en a quelques-uns, je crois que
ils ont une part de responsabilité beaucoup plus importante. Cela étant, ce sont les réquisitions du ministère public. Il va y avoir également les plaidoiries de la défense. Et puis après, le tribunal tranchera, on verra à ce moment-là. L'avocat de la partie civile pointe notamment du doigt l'écart de sanctions réclamé par le procureur entre les membres du GIR et les indicateurs qui travaillaient pour eux. C'est ça fait faisait partie des interrogations que j'ai soumises à votre sagacité. Vous avez effectivement des gens de la loi qui ont un certain nombre de pratiques qui sont détestables, et vous avez des indiques, des malheureux qui cherchent à avoir des papiers qui sont soumis à un certain nombre, je dirais, d'ordres, et qui effectivement se trouvent là sous le coup soumis à des réquisitions beaucoup plus sévères que les réquisitions dirigées contre les membres du GIR. À la fin du réquisitoire, la séance a été levée jusqu'à 14h, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à la suite des réquisitions du procureur, beaucoup sont ressortis de la salle d'audience abasourdis. Et dès 14h, l'audience a repris avec la valse des avocats de la défense. Maître Larifou, Maître Morel ou encore Maître Préaubert, tous ont pu présenter leur plaidoirie et défendre leurs clients. Le procès touche donc à sa fin et les avocats doivent désormais user de toute leur verve pour convaincre les juges. En effet, après 3 jours de procès, l'heure de la défense a sonné. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Après les réquisitions du procureur, les avocats avaient fort à faire pour défendre leurs clients, notamment Maître Larifou, le premier à faire sa plaidoirie à la reprise de l'audience à 14h. Lui, l'avocat d'Amadam Zessaïd, qui a été pour le moins surpris par la peine réclamée par Joël Garrigue. Oui, je trouve injuste de tirer sur des pauvres gens pour couvrir un dysfonctionnement de ce groupement d'intervention régionale qui, si il avait fait son travail comme il fallait, s'il n'y avait pas le dysfonctionnement du GIR, on ne serait pas là aujourd'hui, puisqu'il faut quand même revenir sur l'essentiel de cette affaire. C'est qu'au sein du GIR, il y a eu la drogue dure qui est rentrée clandestinement au GIR et qui est ressortie clandestinement et qui a été mise illégalement en circulation. Et c'est pour cette raison qu'on en est là aujourd'hui. Et ceux qui en sont responsables de ce dysfonctionnement se baladent et puis se foutent de nous. Pour l'avocat de Mathias Belmer, Maître Simon, le constat est le même. Il dit avoir du mal à comprendre les peines réclamées pour les membres du GIR, Daniel Papa et Jérémy Bouclet. Pour lui, l'écart avec son client est bien trop grand. Écoutez, pour le moment, c'est ce qu'on a vu. Nous en sommes qu'au stade des réquisitions. Effectivement, il n'y a pas encore eu de délibéré sur ce procès. Mais Mathias Belmer, au niveau des réquisitions, en tout cas, est extrêmement chargé. Il risque une peine de prison ferme sans aucun sursis, plus du double que le maximum des autres prévenus. Et ça s'inscrit dans une logique qui est la logique du GIR. Si on s'en réfère aux écoutes du capitaine Gauthier, que nous a déclaré le capitaine Gauthier? Il a dit il faut mettre Mathias Belmer au centre pour que moi, je sois écarté de ce dossier. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a eu un juge d'instruction qui a mené une enquête avec opiniâtreté, qui a tenu bon tout le long, et on est en train de saccager son travail. Charles Simon ne comprend pas pourquoi Gérard Gauthier ne fait pas partie des prévenus. Lui, l'ex-patron du groupement d'intervention régionale. Et oui, le GIR, il n'y a que 2 personnes du GIR qui sont ici, et non pas le chef du GIR, alors que l'on sait pertinemment qu'il était au courant de l'existence de cette poudre. Lui dit l'avoir oublié, ce qui est quand même un petit peu audacieux comme moyen de défense. Pourquoi? Parce qu'à Mayotte, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de cocaïne, il n'y a pas d'héroïne, sauf au temps du GIR justement. Il y en a eu beaucoup après, mais beaucoup de saisies d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui circulent. Et lui nous dit, j'étais dans les locaux de police, je vois cette poudre et je l'oublie aussitôt. Et ça, c'est inconcevable qu'un capitaine du GIR puisse oublier une barrette de shit, un rouleau de Bangui, parfaitement. Mais nous sommes à Mayotte, il y a très peu de cocaïne, et il est impossible qu'il ait oublié cette cocaïne. Donc oui, il y a une justice à 2 vitesses, et on le voit dans le sens des réquisitions, mais pas seulement, on le voit également sur le banc des prévenus. Aujourd'hui, il y a un absent sur les bancs des prévenus, c'est Monsieur Gauthier. Pour l'avocat de Daniel Papa et Jérémy Bouclet, ses clients ont été victimes de la machine médiatique. Il crie à une instruction impartiale et continue de plaider en faveur d'un manque de preuves quant à la poudre qui est à l'origine de la mort de Roukia. En effet, pour Maître Simon, rien ne prouve que l'héroïne consommée par Mathias Belmer et Roukia Soundi provient de celle importée par les membres du GIR en collaboration avec leurs indicateurs.
dans cette affaire, les médias n'ont pas été toujours justes et équitables. Mais bon, c'est pas l'essentiel, ça faisait une petite partie de ma plaidoirie. L'essentiel, c'est le dossier. L'essentiel, c'est de savoir si ces fonctionnaires, qui sont des hommes comme vous et moi, vous êtes journalistes, je suis avocat, certains sont gendarmes, ils ont commis ou pas le délit qu'on leur reproche. Et pour savoir si ce délit a été commis, il faut savoir si l'accusation, donc le procureur, a été capable de rapporter la preuve. Parce qu'une condamnation, c'est la fille de l'évidence et de la raison, c'est-à-dire des preuves qui sont rapportées. Et s'il n'y a pas de preuves, à mon sens, très humblement, il ne peut pas y avoir de condamnation. Le procès Roukia touche à sa fin et le verdict pourrait être rendu dans la soirée ou demain dans la journée. Un verdict attendu depuis 5 ans par la famille de la victime et par une grande partie de la population. Alors avec nous en direct depuis le tribunal, Pierre Bellucci. Pierre, vous nous entendez? Très bien, Amina. Alors, on a vu le procès toucher à sa fin aujourd'hui, demain peut-être le verdict. Quelle était l'ambiance et qu'est-ce qui ressort de cette dernière journée, à part ce qu'on vient de dire dans le reportage? Écoutez, oui, c'est une édition spéciale. Nous sommes en direct là actuellement du tribunal où les plaidoiries continuent. Actuellement, il y a celle de Maître Simon. Maître Simon, c'est l'avocat de Mathias Belmer, un avocat commis d'office à la dernière minute. Rappelons que ce n'était pas lui, c'était Yanis Swahili qui à la base était son avocat et puis qui s'est désisté. Et finalement, c'est Maître Simon qui a été désigné commis d'office et qui est l'avocat de Mathias Belmer. Avant lui, on l'a vu dans le reportage, il y a eu plusieurs plaidoiries, celle notamment de Madame Préaubert, Maître Préaubert, qui défend Daniel Mohamed, l'indicateur qui a été, le procureur a demandé pour Daniel Mohamed une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis, sans mandat de dépôt, il faut le rappeler. Il y a aussi Maître Morel, que nous avons entendu dans le reportage, et actuellement, donc, c'est Maître Simon. Alors, Maître Simon, qu'est-ce qu'il plaide? Il plaide la cause, bien entendu, de Mathias Belmer, mais avec quel mot? Écoutez, c'est très simple. Il en appelle à l'amour du code pénal, à l'amour de l'âme du code pénal. Il en appelle aussi à la raison. Il explique qu'il s'appuie beaucoup sur le droit pur. Il explique également que Mathias Belmer est le seul à parler de Roukia en tant que personne et non pas en tant que cadavre. Voilà, il est dans une plaidoirie très longue qui dure depuis plus d'1 heure. Il essaye de défendre tant bien que mal son client en expliquant une chose aussi très simple qu'il a expliqué dans le reportage. Il explique qu'au centre de cette affaire, ce n'est pas Mathias Belmer, c'est les membres du GIR. Pourquoi les membres du GIR? Puisque ce sont eux qui ont introduit cette drogue sur le département. Une drogue qui était à Anjouan, ce fameux Fessoal, ce fameux grossiste, ce fameux dealer qui n'est absolument pas français. Donc voilà, ils ont fait importer cette drogue et voilà, il essaye de centrer toute sa plaidoirie autour de ça pour défendre Mathias Belmer. Merci beaucoup Pierre pour cette précision. On continue bien évidemment à parler demain dans nos éditions. Et je vous le disais tout à l'heure, une rencontre a eu lieu hier entre l'intersyndicale et la préfecture, une rencontre durant laquelle les membres de l'intersyndicale ont énoncé un certain nombre de propositions concernant l'application du Code du travail à Mayotte. Pour en parler avec nous, Moursali Aboudou, délégué syndical CGT BFC. Alors, cette rencontre a eu lieu, des propositions ont été faites. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été dit durant cette réunion? Bonsoir tout le monde. En fait, ils n'étaient pas là pour prendre nos propositions et les mettre en exécution tout de suite, parce que sachant qu'il y a une mission qui arrive du ministère du Travail dans une semaine, donc c'est plus dans ce cadre-là qu'on pourra prendre les décisions. Ceci étant, nous avons juste constaté qu'il y a quand même quelque chose qui je dirais qui va pas bien, parce que à regarder déjà par rapport à l'évolution du Code du travail tel que c'est prévu par le gouvernement, il faut bien voir dans Légifrance, nous, Mayotte, ne sommes pas mis ensemble avec les départements d'outre-mer. Nous sommes mis avec Wallis et Futuna et les autres TOM. Ça montre déjà que Mayotte n'est pas pris en tant que tel. Aujourd'hui, nous sommes département, nous sommes région ultra-périphérique. Ils auraient dû nous mettre au même titre que les départements dans une même lignée. Mais là, par rapport à Légifrance, le Code du travail, il évolue jusqu'en 2021.
Mais Mayotte, là-dedans, n'y est pas. Déjà, par rapport aux propositions qu'ils nous ont fournies, en fait, il y a 4 blocs. Donc, le premier bloc, ça concerne plus les relations, le dialogue social un petit peu. Mais le plus important à savoir, donc, le contrat de travail et tout ce qui va avec, ça, c'est pas encore en œuvre. Ils veulent le mettre en œuvre, mais c'est en dernier, c'est la 4e phase. Donc, il y a toute une étude à faire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Nous, CGTMA, nous, on dénonce cela. On dénonce dans la mesure où les vraies relations du travail, en fait, les vraies relations entre un patron et un salarié passent par le contrat de travail. Or, ce contrat de travail, il n'est pas encore réellement en application à Mayotte. Donc, qui dit absence de contrat de travail, dit absence de relation de subordination. Donc, aujourd'hui, encore une fois, le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs, comme on l'a bien dit hier. Donc, on aurait aimé que cette 4e partie soit plus mise en avant plutôt qu'en arrière, quoi. Alors cette mission qui va arriver, quelle va être justement votre contribution par rapport au travail qui va être fait, dans la mesure où on a vu ces contraintes légales, ne serait-ce qui vont poser problème pour l'application de ce que vous souhaitez? Bon, déjà, vous n'êtes pas sans savoir que le président du MEDEF est déjà parti négocier sa part. Et sa part, c'est justement cette dernière partie, puisque c'est celle-ci qui fait que, en fait, c'est là où le patron doit payer. Il y a beaucoup de charges et c'est justement cette charge-là qui va au profit des salariés. Donc, nous, aujourd'hui, nous demandons à ce que le gouvernement ouvre les yeux et qu'il mette en œuvre tout ce qui doit être mis, à savoir donc les moyens pour qu'ils puissent accompagner les entrepreneurs, pour qu'à Mayotte, on ait de vrais contrats de travail, à savoir qu'il y ait les aides liées à l'embauche, mais surtout, il y a une chose plus importante, c'est la garantie salariale. Il n'y a pas de garantie de salaire en Mayotte. Quand une entreprise ferme, tous les fournisseurs sont payés, toutes les autres charges sont payées, excepté les salaires. Donc ça, c'est inadmissible. Encore une fois, je rappelle, nous, à Mayotte, en tant que salariés, nous sommes pris pour des chiffons, nous sommes pris pour des serpillères, et encore mieux, une serpillière, parce qu'une serpillière, il est recyclé, il est lavé et puis réutilisé. Mais comme des mouchoirs jetables. Parce que après, quand il n'y a plus de travail, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Même quand vous regardez le CDD, le contrat à durée déterminée, après, à l'issue du contrat, même la prime de précarité, elle n'existe pas dans le code du travail maori. Donc, encore une fois, nous dénonçons donc cette injustice que le gouvernement continue à contribuer sur Mayotte. Alors, on l'a vu, la grogne sociale a été, on va dire, stoppée par l'état d'urgence qui a été prononcé par le président de la République. Et on se demande, la question se pose, qu'en est-il de ce mouvement? Est-ce qu'il va reprendre une fois l'état d'urgence levé? Tout dépend de l'issue de ces entretiens qu'on a, parce que demain déjà il va y avoir donc une entrevue sur l'attractivité du territoire. Donc il y a quand même des pourparlers qui sont mis en œuvre. Maintenant, c'est à l'issue de ces 3 mois que nous verrons le vrai visage du gouvernement. Si en l'espace de 3 mois, le gouvernement n'a pas pu prendre des mesures qu'il faut, donc là nous verrons. Et là, je pense que le mouvement va reprendre, mais il sera vraiment dur. Merci beaucoup Aboudou Moursali. Je rappelle, vous êtes délégué syndical CGT BFC. Et on continue depuis plusieurs semaines. La mairie du chef-lieu procède à la démolition de constructions illégales en vue de lutter contre l'habitat indigne. L'ensemble des membres de cette nouvelle équipe se dit solidaire de cette action de poids. Ce matin, des bangas se trouvant à Vaïbé ont été démolis. Les occupants absents au moment des faits ont découvert des tôles écrasées et ont alors tenté de récupérer les matériaux encore utilisables pour s'installer ailleurs. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana. Cette femme s'était cachée à l'arrivée de la caméra. Après avoir découvert son banga nouvellement bâti, détruit, elle prend conscience qu'elle se retrouve de nouveau dans la rue avec ses 3 enfants. Sa sœur, venue sur les lieux pour l'aider à récupérer quelques tôles, ne peut se retenir de dénoncer la manière dont s'est déroulée cette démolition. Amwesa we akulala fukoni hangu nawa na mistoshi na maklasi kwa lale na mischanda moja wono wachafanya nyumba wahe volomba antuka ashibamba aifanye vavu kala zimu amprezene
wayaikomoe nyumba yahe usino wamuwadziseta vanu aliyo wampare wambinge washakomoe nyumba yahe newaimona usino wazie waimgali halaikomoao wakesirimba aikomoa be washamkomolewa warekesho zahe wazimenye wasiteretere na mnele wadunguinze wande dzao wono nyangu imirite etoli pia serwa. De nombreuses autres familles qui se sont installées sur ces terrains illégalement devraient aussi se retrouver dans la même situation d'ici quelques semaines. Seulement, la tâche est rude et la nouvelle équipe municipale tente tout d'abord d'empêcher la construction de nouveaux bangas. Ce que l'occupant de ce banga démoli ne comprend pas. Chassée d'une propriété à Vaïbé, elle tente de s'installer un peu plus loin dans les hauteurs. sijua mana wamtaka jua halo mana jelka tijua tukaja tupua shtu zangu na boneri tilawa kaza tomenyo helin ban menye marke na shtu pia anjen pare mamadzazi menye ata ukubanu silala hapo sifanje sisina banu baulala tijo ndongontse ifanya. Les élus du chef-lieu souhaitent lutter contre l'habitat indigne et éviter qu'en cette saison des pluies, des familles se retrouvent emportées par les eaux à cause des glissements de terrain. Chassées d'autres villages, chaque jour, de nombreuses familles s'installent illégalement sur les hauteurs de Mamoudzou. Cette opération a été entamée depuis l'année dernière sur le plan communal de sécurité, c'est-à-dire pour éviter que pendant les périodes de pluie, on ait des catastrophes parce que la commune n'a pas d'endroit pour loger ces personnes-là. En même temps, nous avons une opération d'aménagement global sur le territoire, à urbaniser tous certains lieux, d'où la nécessité de prendre des arrêtés qui ont permis à ce que ces gens-là n'aillent pas s'installer sauvagement dans ces endroits. Parce que nous avons une opération de la lutte contre l'habitat indigne, en même temps pour éviter les catastrophes. Donc récemment, on a eu la période des pluies qui a commencé. Donc pour éviter des catastrophes futures, on a commencé à mener ce genre d'opération. Si les élus de la municipalité de Mamoudzou mettent à exécution leur opération, chaque semaine, de nombreuses bangas risquent de disparaître. Une action qui consoliderait celle des propriétaires terriens qui souhaitent expulser les occupants illégaux sur leurs terres. Pour l'ensemble des familles menacées d'expulsion, une question demeure cependant. Où iront-ils avec leurs enfants ? L'objectif serait d'obliger le conseil départemental à faire de même sur ses propriétés et que l'État prenne ses responsabilités en matière de l'immigration. Alors pour en parler avec nous, Mwandji Mohamed, vous êtes deuxième adjoint au maire à la mairie de Mamoudzou, chargé également de l'aménagement du territoire, on l'a vu, du logement et du déplacement. Alors ce reportage, on voit une opération d'envergure qui va se poursuivre à Mamoudzou et on a vu des familles démunies qui ne savent pas où aller dormir. Alors pourquoi s'y prendre de cette façon? D'abord, je voudrais le dire ou rappeler que les élus de Vaïbé ont fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir les occupants pour leur dire quelques jours bien avant qu'une opération était en cours de démolition. Donc toutes ces personnes-là étaient au courant de ce qui allait se passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que nous sommes en train de faire, et je le dis ici, c'est le début. Ce n'est que le début, c'est de démolir toutes les constructions spontanées qui ne sont pas encore occupées. C'est-à-dire que quand on aura connaissance d'une construction, un signalement, nous on mettra en place une équipe, notamment nos policiers municipaux qui feront le tour. Quand on aura connaissance d'une construction illégale, de suite, elle sera démolie. Donc c'est un grand message que nous lançons à tous ceux qui veulent s'aventurer à occuper illégalement du foncier sur Mamoudzou. Nous avons l'information, nous démolissons. Et ensuite, derrière, c'est quoi l'objectif? C'est que chaque semaine, là nous avons commencé à Vaïbé, mais Mamoudzou, ça va de Mkombozi jusqu'au Vallon. Donc chaque semaine, nous allons sillonner la commune, nous allons vérifier ces constructions et à notre connaissance, si effectivement nous savons qu'il y a une construction, nous allons la démolir. Et derrière, c'est effectivement obligé aussi les propriétaires, notamment le département, l'État, mais aussi des propriétaires privés. Parce qu'il ne faut pas se raconter des histoires aussi. Il y a aussi des propriétaires, des Français, Maoré, qui donnent leur terrain à des personnes qui sont en situation irrégulière pour construire, des fois moyennant quelque chose. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'exploiter la misère. Nous, à la mairie de Mamoudzou, nous prenons nos responsabilités.
Et ça a commencé à VIB, ça ira jusqu'au Vallon et ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un message fort. Ne venez pas à Mamoudzou, squatter les terrains de Mamoudzou, construire illégalement sur Mamoudzou, parce qu'aucune société ne peut prospérer sans aucun fondement juridique ou légal. Il faut un cadre légal. On ne s'aventure pas comme ça chez les gens et construire illégalement et occuper illégalement un terrain. Voilà, c'est ça le message que nous avons voulu lancer. Cadre légal, maintenant ces familles se retrouvent, on va dire, dehors avec leurs enfants. Que vont-elles devenir? Est-ce qu'aujourd'hui la mairie de Mamoudzou se préoccupe de ça? Si, puisque nous passons avant, nous leur disons nous allons démolir, ne mettez rien dedans. Il y a eu un cas à VIB où il y avait quelques tables. Nous avons laissé 24 heures à la famille pour qu'elle puisse démolir d'elle-même la case et qu'elle puisse prendre ses disponibilités par rapport à un logement éventuel. Bon, on ne va pas se mentir, la mairie de Mamoudzou n'a pas de logements sociaux ni d'hôtel social pour loger ces gens. On n'a pas non plus de gymnase. C'est de voir comment est-ce qu'on peut traiter humainement ces questions-là avec les associations, avec les familles, quand il y en a, etc. Mais le message, il est très clair. On ne vient pas à Mamoudzou occuper un terrain de manière illégale et en toute impunité. Et ça ira encore plus loin parce que après les cases construites illégalement, nous nous attaquerons plus tard à l'occupation de domaines publics. Quand on vend sur les trottoirs de manière illégale, à un moment donné, il faut mettre de l'ordre. Nous, ce que nous avons dit, c'est que sur ces questions de construction, effectivement, on prend nos responsabilités. Nous avons saisi aussi le préfet. Justement, parce que qu'attendez-vous d'eux? Voilà, nous avons saisi le préfet, du conseil départemental. D'abord le préfet sur 2 cas spécifiques. Il a été aidé ici sur la question de la sécurité. Nous avons des gens qui squattent les rivières, qui squattent les bords de mer et qui vivent sur des pentes. Demain, il y a un accident, il y a éboulement, il y a inondation, il y a une vague, une grosse vague, et qu'il y a un accident, c'est d'abord le maire qui ira en prison. C'est d'abord le maire à qui on va chercher des difficultés. Donc nous, ce qu'on dit, on dit au préfet, commençons déjà par évacuer les bords de rivières. On sécurise les gens. Commençons par évacuer ceux qui sont sur des pentes fortes, là où il y a aléa fort, on commence à évacuer. Quand on a une population, quelle que soit la situation, quand cette population est exposée à un danger imminent ou immédiat, la meilleure solution pour tout le monde, c'est mettre à l'abri cette population. C'est donc de démolir. Et donc, on attend effectivement une réponse de l'État là-dessus. En même temps, avec le département, il y a des réunions qui se font. Nous saisissons, nous continuons à travailler avec le département. Parce ce qu'il faut savoir aussi, quand même, sur Mamoudzou, la commune a très peu de foncier. La plupart, soit c'est sur le bord de mer, c'est en zone d'épages géométriques, soit c'est sur les hauteurs. Ce sont des terrains du département. Et vous prenez Cavani ou autre, c'est tous des terrains du département. À un moment donné, il va falloir que chacun, à son niveau, prenne ses responsabilités. Et je n'oublie pas les propriétaires privés, les particuliers. Parce qu'encore une fois, c'est facile d'indexer la commune, le département et l'État. Mais si chacun, dans son petit coin, donne une petite parcelle à une personne en situation régulière qui construit, qui plante, qui vend, etc. Et puis après, on vient indexer l'État ou le département ou la commune, c'est facile. Donc à un moment donné, il faut que chacun balaye devant sa porte. Nous agissons pour éviter que la population agisse et se fasse justice elle-même. C'est ce que nous avons vu dans d'autres communes. Quand c'est comme ça, c'est plus contrôlable. Il vaut mieux que les autorités publiques encadrent les choses et qu'il y ait une explication qui se fasse et qu'on aille expliquer aux gens de démolir, de partir. Et comme ça, c'est mieux géré quand c'est encadré par la commune ou par les autorités publiques. Merci beaucoup, Mondji Mohamed. Je rappelle, vous êtes 2e adjoint à la mairie de Mamoudzou. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 26 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le 13 novembre dernier, le conseil d'administration de la CIM s'est réuni pour nommer le nouveau directeur général de la société. C'est ainsi que M. Ahmed Ali Mondroa, nouveau directeur général, a été investi en tant que mandataire social pour mettre en œuvre les orientations stratégiques de la gouvernance. Ce mardi 24 novembre 2015, le nouveau directeur général de la Société immobilière de Mayotte s'est rendu dans les locaux de l'AFD afin d'officialiser le préfinancement de 2 crédits d'impôt pour un montant de 3,2 millions d'euros. Il s'agit de la première signature de convention entre la CIM et l'AFD depuis la prise de fonction de M. Mondroa.
2 projets de LLI, logements locatifs intermédiaires, comprenant 26 logements chacun, ont ainsi pu être finalisés en 2015, l'un sur la commune de Koungou et le second sur la commune de Mamoudzou. Ce préfinancement permettra ainsi à la CIM de boucler son plan de financement. Par ce soutien, l'AFD réaffirme ainsi sa confiance en l'avenir de la CIM et de Mayotte. 147 chefs d'État et de gouvernement vont participer à la conférence de Paris sur le climat. Cette participation fait de la COP21 l'une des plus importantes conférences diplomatiques jamais organisées en dehors des Assemblées générales des Nations Unies à New York. Elle est d'une ampleur inédite dans l'histoire des conférences climat. À cette occasion, l'Assemblée nationale a adopté hier soir à l'unanimité une résolution tendant à promouvoir la prise en compte des Outre-mer dans les négociations de la COP21, en même temps qu'une résolution pour accéder, au-delà de la COP21, à une société bas carbone, dans le prolongement du rapport produit par la délégation Outre-mer sur le changement climatique dans les collectivités ultramarines. Ibrahim Aboubakar a défendu cette résolution en séance au nom de ses collègues. La résolution insiste notamment sur la prise en compte des Outre-mer dans la stratégie de la France et de l'Europe dans ces négociations, ou encore sur la nécessité d'assurer le financement des initiatives développées Outre-mer sur les connaissances du changement climatique et les mesures d'atténuation du réchauffement et d'adaptation à ses conséquences. Ibrahim Aboubakar, le député de Mayotte, se dit ainsi particulièrement honoré d'avoir été convié par Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de l'Énergie, pour faire partie de la délégation officielle française de la future COP21. Il y a tout juste une semaine, Saïd Omar Wali, le président de l'Association des maires de Mayotte, a rencontré les conseillers du Premier ministre, ceux du ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique et le directeur de cabinet du ministre des Outre-mer. Le sujet était d'une importance capitale pour les communes du département. En effet, avec la réforme de la fiscalité, de nombreux foyers se retrouvent à payer des nouvelles taxes d'un montant exorbitant. En effet, face au manque de ressources des communes, ceux qui paient semblent payer pour tous ceux qui n'apparaissent pas, la faute à un cadastre et à un état civil déficient. Une réunion de 3 heures qui a laissé les maires de Mayotte perplexes et qui avait pour principal objectif de trouver des solutions pour que les communes trouvent des recettes et que les administrés ne soient pas pénalisés par des mesures fiscales inadaptées au contexte social. L'association des maires a cela dit fait 9 propositions pour remédier au problème, des propositions qui sont actuellement examinées par les différents ministères. Dans ce cadre, le Premier ministre devrait adresser prochainement un courrier de réponse au président des maires, Saïd Omar Wali. L'association des maires de Mayotte annonce qu'elle tirera ensuite les conséquences qui s'y attacheront pour l'intérêt des communes mahoraises et de leurs administrés. Et enfin, dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour tous, une borne fontaine monétique a été inaugurée ce matin dans un quartier de Passamainti. L'ARS Océan Indien, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte, le SIEM, ou encore la mairie de Mamoudzou ont pris part à l'événement. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'installation de bornes que poursuit l'ARS Océan Indien à Mayotte depuis 2010. Une opération menée en collaboration avec ses partenaires, l'IREPS et la Croix-Rouge. Un reportage signé Shakila Essouf et Leslie Vimné. Debout, sous le soleil, ces familles veulent toutes recevoir leur seau pour pouvoir consommer de l'eau courante de la nouvelle borne fontaine monétique à leur foyer. Si bon nombre repartent sans avoir récupéré leur seau, d'autres repartent très heureux et reconnaissants. L'installation de la borne fontaine monétique dans le quartier de Passamainti, Nyambotiti, se déroule en 3 phases. Définition des besoins, sensibilisation des habitants sur les bons gestes et enquête d'évaluation, bilan. Une procédure dont le chargé de l'entretien des équipements publics, des voiries, des réseaux divers, Ibrahim Ali, 9e adjoint à la mairie, connaît bien. Cette journée s'est déroulée en 3 points. Il y a eu, en premier lieu, c'est expliquer aux gens comment utiliser la borne fontaine, comment utiliser les méthodes d'hygiène pour bien garder l'eau à la maison et mieux la gérer.
En même temps, on a aussi sensibilisé les gens sur l'utilisation, comment prendre l'eau sur la Bonnefontaine en utilisant la carte monétique. La RSOI inaugure chaque année 4 à 5 bonnes fontaines monétiques à Mayotte, chacune coûtant 15 000 €. Depuis 2010, l'agence et ses partenaires ont repris le programme d'installation de bonnes fontaines monétiques en se concentrant sur les quartiers d'habitat précaires en faveur des populations les plus démunies. Leur objectif reste de permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable dans leur maison et éviter les risques pour la santé et des maladies comme le choléra, l'hépatite A ou encore la fièvre typhoïde. Des maladies qui peuvent être provoquées par la consommation d'eau souillée, par des matières fécales, vectrices d'agents pathogènes. La RSOI est donc chargée d'organiser et de mettre en œuvre le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation. Sans eau potable, c'est difficile de rester en bonne santé chez les enfants, chez les adultes, parce qu'effectivement, sous les tropiques, on a quand même, et à Mayotte notamment, on a des maladies hydriques qui sont endémiques. On a l'hépatite A, la fièvre typhoïde et les derniers cas de choléra ont été vus en France sur le territoire de Mayotte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, c'est très important pour la santé des populations et donc on met un accent très fort sur ce programme et on se mobilise avec nos partenaires sur cette action de santé publique primordiale pour le département de Mayotte. Les 2 prochaines bonnes fontaines monétiques seront posées en décembre 2015 à Tunzu, quartier Vietnam, le jeudi 3 décembre et à Vaïbé, quartier Chanouni, le jeudi 17 décembre. La mairie, la RSOI, le SIAM et l'IREPS ont encore plusieurs zones à munir de bonnes fontaines monétiques, même s'il faudra également multiplier les actions de sensibilisation et d'information pour que certains individus changent de pratique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, retrouvez Patrick Meillan qui revient sur l'affaire Okia. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.